Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 160e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine avec un focus sur Michael Lebou qui sera en main event d'Ares 14 le 7 avril à Paris contre Laureano Straropoli. Je ne vais pas écorcher son nom direct. Dis Pepito, c'est plus rapide. Exactement. Avec moi cette semaine pour en parler, mon compère du Fighter Club, Box MMA, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Alex. Et c'est donc un plaisir et un honneur parce que ça faisait longtemps qu'on voulait l'avoir. Joe pourra confirmer de recevoir avec nous aujourd'hui. Galère ce mec. Monsieur Michael Lebou, il est toujours pris, surtout dans les Fight Je Week. travaille beaucoup surtout. Exactement. Salut Michael, comment ça va? Bah écoutez, ça va, j'espère que tout le monde va bien. Et j'espère qu'on va faire une belle émission. Exactement. Jusqu'au bout, on s'est dit peut-être qu'il va pas venir. Hein. Non, je suis pas comme ça. Non, mec, pas du tout. Il essaye de C'est vrai ou quoi? On sort les messages d'hier, t'es sûr? Non, dès que je m'engage, il n'y a pas de souci par contre. Ça va. On va se faire une belle émission avec toi Michael, avec grand plaisir. Il a combattu en France, en Allemagne, en Suisse, en Suède, en Finlande, en Angleterre, en Pologne, en Écosse, en Irlande, en Espagne, en Russie, au Kazakhstan, aux Émirats Arabes Unis et en Slovaquie. En 37 combats d'une carrière pro débutée en 2011, Michael Lebou a bourlingué aux 4 coins de l'Europe pour vivre de son sport si longtemps interdit chez lui. Mais aujourd'hui, il peut briller à la maison comme il compte encore le faire le 7 avril à Paris dans le combat principal de l'événement Ares 14 où il visera la ceinture intérimaire des welter et cherchera à venger Kylian Mbappé et sa bande. Co-présentateur d'un podcast, consultant télé à ses heures perdues, il est aussi un témoin parfait pour raconter l'évolution du MMA en France et son traitement médiatique. Bienvenue dans les 10 vies de Michael Ragnard Lebou. Je suis sur le circuit depuis pas mal d'années maintenant. We can see how much he's experienced, Michael. Je suis pas le plus technique. Sur le côté arts martiaux, le côté artistique de la chose, c'est pas ce qui me définit le mieux. Par contre, sur le côté martial, je suis déterminé. Fight can turn around, that's it, he's dead again. Michael. Je vais l'user, je vais le bagarrer. Je vous assure que je vais l'amener en eau profonde et ça va se voir dans ses yeux. I like the war, I like the blood, I like go to the war. Now let's go. Let's go to the war, motherfucker. Et je vous assure que je vais l'user comme il n'a jamais été usé dans sa carrière. La guerre, Pépito, c'est pas maintenant qu'on se la fait. C'est le 7 avril. Merci à Max Savolin pour cette prod qui mixait les vidéos d'annonce de ce combat contre Pepito et puis avec certains vieux combats de ta carrière, on a mis deux, trois sons dedans, Michael. Déjà, on va parler de ce combat, de RS14. J'ai bien résumé parce que j'adore quand tu vends, comme tu sais vendre tes combats, Mika, toujours. Non, et là, l'angle que t'as pris, c'est on venge Kylian, quoi. On y va. C'est un peu ça. Après, c'est un Argentin, on rappelle ton adversaire. Ouais, c'est ça. C'est un Argentin. Après, on combat en France. Aujourd'hui, à part ceux qui s'entraînent avec lui, en tout cas dans sa salle, il n'y a aucune raison pour pas qu'il y ait un supporter dans le Dôme de Paris qui soit pour Pépi, à moins qu'ils le connaissent personnellement, et là je comprends. Mais sinon, là il faut vraiment que ce soit la Team France qui vienne récupérer cette ceinture. C'est l'angle que j'ai décidé de prendre. Mais au-delà de ça, non, ça va être un beau combat. Ça va être un beau combat entre deux vétérans UFC. Lui a vraiment la volonté, il est encore jeune, il a la volonté de repartir se hisser au niveau, et moi j'ai la volonté d'éteindre ses rêves, donc non, c'est bien, ça va être un beau combat. C'est comment se passe, on est à une dizaine de jours du combat au moment où on enregistre cette émission. Comment s'est passée ta prépa, comment tu te sens, Mika? Tout va bien, tous les voyants sont ouverts? Eh ben écoute, j'ai eu à un moment donné dans la prépa, j'ai ressenti un état de fatigue que j'avais peu connu ces derniers temps, mais c'est parce que j'ai poussé la machine. Aujourd'hui, je suis parfaitement, je suis en forme, mon régime se passe très bien, et je sens que j'ai fait les sacrifices qu'il faut. Je me sens prêt justement, et j'en suis au point où je commence à profiter de ce qui va se passer, c'est-à-dire que les plus gros sacrifices ont été faits. Aujourd'hui, on est dans des réglages. Et on y est presque. Si demain j'étais amené à combattre, je pourrais faire le poids pour demain. Ouais, ça se voit là. Et je pourrais combattre. Donc moi maintenant, je suis dans une phase où je kiffe, je prends. Et je me conditionne petit à petit pour me mettre dans ma bulle pour mon combat. Mais j'ai fait les sacrifices qu'il fallait. Et aujourd'hui, normalement, vendredi, le 7 avril, vous allez avoir la meilleure version de moi-même. Mais ça fait quoi d'être en main event d'Ares pour la deuxième fois là ? Après avoir sauté les barrières et grugé les tickets des premières éditions en France? Alors, je n'ai jamais sauté les barrières. Je le redis encore une fois, je ne mettrai pas dans la sauce la personne qui m'a donné gentiment d'ailleurs ces badges.
Pour réexpliquer cette histoire, c'est que j'avais acheté des places catégorie classique, je crois que c'était catégorie 2. Et j'ai connu quelqu'un là-bas qui travaillait dans le staff et qui m'a donné ces bracelets VIP. Et effectivement, je les ai pris, mais c'était pas une volonté de gruger ou autre. Derrière, je m'en suis expliqué et c'est réglé cette histoire. Maintenant, avec le Ares, c'était une longue histoire. Hein. Ah oui, J'ai normalement signé pour le Ares numéro 2. Je devais combattre contre Mehdi Bagdad. Le combat a été annulé. Ensuite, je devais combattre un Américain, mais c'est moi qui ai annulé. Ensuite, il y a eu le Covid qui a fait que l'événement a été annulé. Et puis ensuite, on n'est pas forcément tombé en accord. Moi, j'ai poursuivi ma carrière et voilà. T'avais pas pris ta retraite à un moment? J'ai pris ma retraite. Mais si tu regardes bien, j'ai pris une retraite internationale. Sur le plan international, j'ai dit, écoutez, j'irai plus chercher la performance de haut niveau à l'international. À l'étranger, ouais. À l'étranger. Et je me réserve le droit, je l'ai bien indiqué dans le podcast, je me réserve le droit de faire encore 2-3 belles sorties en France parce que mon objectif, c'est de faire une belle selle parisienne. Derrière, j'ai re-signé une belle victoire en Slovaquie face à Gabor. Bon, c'était pas l'adversaire le plus compliqué. Et on m'a proposé d'être ensuite sur le Ares. Non, à l'Octofight à Marseille et ensuite sur le Ares. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un côté qui est intéressant chez Ares, c'est grisant, on est mis en lumière, notre travail est mis en lumière, et le spectacle est là, donc ça m'a donné envie de continuer un peu l'aventure. Tu dis quoi, ça peut surprendre que tu sois chez Ares après tout ce qui s'est passé, tout ton historique avec le Factory et Fernand Lopez? On rappelle juste pour contexte, hein, Joe, que tu étais au MMA Factory, tu es un ancien de cette salle et que tu étais parti du MMA Factory. Oui, je suis parti. Après, c'est sûr que quand on part, ça interroge pourquoi on part. En général, si tout va bien, tous les indicateurs sont verts, on part pas. Après, effectivement, il y avait des indicateurs qui étaient au rouge. Mais sur le plan humain, je pense que j'ai fait les choses proprement. On a dit, moi j'ai mes torts, attention. Hein. Moi, je suis loin d'être simple aussi. Je suis quelqu'un d'assez cartésien. Je mets pas trop d'émotion dans ce que je fais. Dans les activités que je pratique, j'ai ma vie personnelle et je cloisonne de manière plutôt bien les choses en général. Et donc voilà, c'est juste que dans ce qu'on me proposait au Factory à l'époque, à un moment donné, ça allait plus, c'était plus le Factory que j'avais connu. Moi, j'ai connu un Factory qui se construisait. Et qui dit un Factory qui se construit, dit un Factory qui grandit. Et qui dit un Factory qui grandit, dit la mise en place de nouvelles règles au fur et à mesure des problèmes qui interviennent. Et moi, à un moment donné, je voulais pas avoir traité comme le nouveau qui arrive, etc. Je voulais pas être assujetti à ces nouvelles règles, etc. Et c'est là qu'il y a eu quelques conflits. Mais en soi, j'ai pas eu de gros problèmes avec Lopez. C'était la après, vous le voyez bien, on est plutôt cordial, lui comme moi. Dès qu'il peut m'en glisser une, il m'en glissera une pour piquer. Il est comme ça. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui aime bien polariser, mais il polarise ceux qui lui donnent de l'importance, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous réagissez pas à ses propos, ça tombe dans l'eau, et puis c'est tout. Non, mais c'est la grande machine aussi, oui, qui s'alimente comme ça. C'est toujours. On était sur le Ares, nous, on a dit ici déjà que pour nous, c'était la plus belle organisation française aujourd'hui. T'es d'accord avec ça? Ouais, clairement, c'est la plus belle organisation en France, et de loin. De loin. C'est sûr. Et tu la placerais où? Parce que je sais que voilà, t'es quelqu'un, je rappelle rapidement, mais t'as fighté au 100% fight à l'époque en Pancras, à l'époque où c'était pas encore légalisé en MMA, à l'UFC, t'es un ancien de l'UFC, on en reparlera. Cage Warrior, Bama, M1 en Russie, MMA GP, UAE Warrior, Octagone, Ares, tu la placerais dans le sommet du panier de toutes les orgas que t'as fait, Ares? Je la place dans le sommet du palier. Pour être honnête, une des orgas qui m'a le plus surpris en Europe, c'est l'Octofight. L'Octagone, pardon. Ouais, Octagone en Slovaquie, dans la République tchèque, eux, c'est immense. Mais c'est parce qu'aussi, ils ont un public qui permet ça. Je pense qu'en Europe, aujourd'hui, on a le KSW, l'Octagone et Ares derrière. Voilà, pour moi, c'est l'organisation numéro 3 en Europe. C'est le Ares. Tu mets devant Cage Warrior? Ouais, moi je le mets devant Cage Warrior aussi. Largement devant le Cage Warrior. Le Cage Warrior, ok, ils ont une connexion avec l'UFC qui permet d'avoir vraiment un accès tout droit à l'UFC, chose qui est peut-être en train de faire le Ares aussi. Mais pourquoi marche bien le Cage Warrior? C'est parce que très longtemps, ils ont eu les top combattants européens parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Ouais. Mais en termes de qualité sur l'intendance, parce que moi en tant que combattant j'ai vécu les coulisses du Cage Warrior et les coulisses du Ares. Je me rappelle avant le Covid même, t'avais été dans le coin de ton ami là. David Bier. Juste avant le Covid. Exact, pendant le Covid. Premier jour du Covid, on est parti là-bas, alors qu'on fermait les frontières.
on est parti là-bas alors qu'on savait même pas qu'on allait revenir. C'est vrai, comment tu pourrais revenir? Histoire de dingue. La galère. Mais non. Les gens, c'était l'inverse, ils cherchaient à revenir à ce moment-là. hein. Et nous, on paniquait un peu. Et il a été fort sur ce coup-là mentalement, David, parce que toute la Fight Week, on se posait la question de ce qu'on allait pouvoir revenir. Et lui, il avait un combat à faire, donc il fallait pas sortir du combat. Il a montré une force mentale impressionnante. Toi, aujourd'hui, là, le possibilité de combattre dans une orga comme Ares, aussi belle qu'Ares, on le dit, c'est sans doute podium des orgas en Europe, en France, être en main event de ces événements, au Dôme de Paris, devant les tiens, tout le monde peut venir te voir. C'est après tous les pays que j'ai cités, la façon dont tu as bourlingué toute ta carrière, il y a un petit côté cerise sur le gâteau de ta carrière, tu vois, de te dire... ce qu'il y a derrière ma question aussi, c'est que t'aurais arrêté s'il n'y avait pas ça. Ouais, exactement. Ouais. J'aurais arrêté. Tu serais à la retraite aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai dit, hein, je combats un peu de manière égoïste que pour moi. J'ai combattu beaucoup pour aller chercher la performance. J'ai représenté la France et je représente toujours la France. Ça me fait plaisir. Mais aujourd'hui, l'objectif numéro 1, je sais pas comment dire, je suis arrivé à une étape de ma carrière où j'attends plus rien de ma carrière. Aujourd'hui, je veux vivre des choses, les accomplir. Et c'est une manière de moi de me défier, de fixer des objectifs. Et je suis arrivé à un tel niveau entre guillemets, de sérénité et de choses que je prends les défis tels qu'ils viennent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je combats avant tout pour moi. Et évidemment, après, si je régale le public, ça me fait plaisir. Parce que c'est toujours... ça fait plaisir. Troisième chose, quand on a la reconnaissance de nos pairs, je le dis souvent... ça fait plaisir quand les autres combattants reconnaissent notre talent ou les entraîneurs ou autres, mais voilà, en numéro 1 je combats pour moi, en numéro 2 pour faire le spectacle, pour que les gens apprécient le show, et en numéro 3 pour léguer quelque chose de ma carrière, pour qu'à la fin on puisse avoir quelque chose à dire sur ma carrière. Tu sens que depuis que le MMA a été légalisé, t'es beaucoup plus connu qu'avant, alors que un peu ironiquement t'es un peu plus sur la fin. Non, je pense pas, enfin ça m'étonne pas du tout. C'est logique même. Tu sens cette différence de... Je sens, après je sais pas si encore une fois c'est lié au fait que je combatte au Ares, même si le Ares a beaucoup participé quand même à ça. Mais il y a aussi l'air de rien, le podcast que je fais avec AB. Beaucoup de gens nous connaissent à travers le podcast. Avant même de nous connaître en tant que combattants, et parfois même les gars dans le podcast découvrent. Savent pas que vous êtes combattant. Qu'on combat. Enfin, il est combattant, Boulox, t'es sûr? Si, il combat Boulox. Ah ouais? Non, t'es dur avec lui. Non, il a essuyé, le pauvre. Moi, je prends sa défense parce que c'est pas facile les critiques qu'il essuie. Et c'est vrai qu'il a essuyé pas mal de. Moi, je disais ça parce que je lui donne plein de rendez-vous, il vient jamais alors qu'il fait 2 fois mon poids. Non, mais c'est parce qu'il veut pas te faire mal. il veut pas te briser. Moi, je pense que je ramène sa jambe dans mon sac à dos, mais c'est une autre histoire. Je lui répéterai. Je lui répéterai. Mais le pauvre, quand même, il a vraiment pas eu une année facile. Et c'est difficile quand on est combattant parce qu'il faut bien comprendre que quand on a que le sport, c'est une source de revenus. Bien sûr. Qui saute. Et donc, c'est compliqué cette situation pour lui. Et je pense que c'est le premier. C'est la première victime de ces blessures. Mais on va y venir à ton podcast parce que ça nous intéresse aussi d'en parler un petit peu. Juste du coup par rapport à cette notoriété, du coup la suite de la question c'était vraiment ça, il n'y a pas une sorte de frustration de dire ok là je suis sur la fin de ma carrière, certes je combats dans une belle organisation comme Ares, mais quand j'étais à l'UFC ou quand je combattais pour la ceinture au M1, j'avais moins de suivi, peut-être moins de sponsors et moins de rentrées financières. Ouais, après même là actuellement de toute manière j'ai pas forcément beaucoup de sponsors. Les sponsors ils misent, je pense qu'ils ont raison, c'est de miser sur l'avenir. Vaut mieux miser sur un jeune de 24 ans qui a tout à faire que quelqu'un qui a 35 et qui est c'est la réalité. Ouais. Ça me paraît logique. Après, en tout cas, j'ai pas de frustration. Je suis pas aigri de me dire moi à leur âge ou ça ferait trop vieux schnock. Franchement, j'ai pas ça. Je suis content moi pour ce qui arrive pour les nouveaux talents et il y a des nouveaux talents qui arrivent. Maintenant, effectivement, ça me fait parfois sourire quand j'entends les petits jeunes parler parce que je trouve que ils combattent dans des conditions qui sont oufissimes. Par rapport à ce que tu as connu. Et par rapport à ce qu'on a connu, je pense qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'on a connu. Et parfois, je pense que dans leur manière de vouloir brûler les étapes, il y a des fois des formes de paroles qui peuvent être traduites comme un manque de respect presque, de l'irrespect au titre des carrières quand tu mets en comparaison les deux carrières. Et toi, il y a un moment, pendant ta carrière, j'ai dit, tu as démarré en 2011 en pro, il y a un moment où tu y as plus cru, il y a un moment où tu t'es dit, parce qu'on sait que la bataille pour la légalisation, elle a été longue et semée d'embûches en France, il y a un moment où tu t'es dit, en fait, ça n'arrivera pas. Pendant ma carrière, ça n'arrivera pas. Très longtemps, pour moi, je me suis dit, ça n'arrivera pas. À part combattre... dans les pays proches comme la Suisse, la Belgique, etc. Pour moi, je me suis dit c'est mort.
C'est vraiment C'est mort. dingue, c'est là qu'on se voit d'où ils viennent, hein, cette génération-là de fighters, parce que comme tu dis, la nouvelle génération, ils arrivent, t'as du Ares, t'as des cartes un peu plus amateurs, t'as des choses comme l'AEF, il y a beaucoup de possibilités en France que vous aviez pas vous, votre Mais génération, puis là, c'est évident. C'est légalisé maintenant. Aujourd'hui, c'est très facile de combattre en France. Pour ceux qui sont déjà dans le parcours pro, c'est très facile. Vous avez l'Hexagone qui est une belle organisation, le MAGP qui est une belle organisation, le Ares qui se détache et qui est un peu le top. Vous avez toujours sur les parcours amateurs, Hatch continue à organiser avec ses Supreme League, etc. Tout à fait. Vous avez ensuite des personnes qui, dans les pays, dans les provinces, vont organiser de manière locale des organisations. Donc aujourd'hui, c'est quand même assez simple. Jusque dans les îles, on l'a vu avec Octofight Jusque là, récemment. dans les Ouais, îles, ouais, ouais. exactement. Ça se développe carrément bien et ça, c'est très positif Là, pour toute la nouvelle génération. Pour le prochain AEF, c'est la salle de 5000 personnes et tout, c'est du lourd. Hein. Voilà, il fait la pub pour ses prochains combats. Ouais, je vois Pour ça. la ceinture des 66 kilos en plus. On le connaît bien. Un point important, parce que tu t'en parlais tout à l'heure, la difficulté aussi financière des fighters qui, quand ils n'ont pas de combat, bah, c'est leur gagne-pain. Tu travailles, toi, dans la vie de tous. Ouais, je tu n'es travaille. pas que combattant. Tu peux nous raconter ça? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es obligé de travailler encore à côté? Alors, je suis expert construction, donc j'ai un poste à responsabilité quand même. C'est un poste qui est prenant, c'est un poste qui nécessite un certain volume horaire dans la semaine. Pourquoi je travaille? Parce que travailler, c'est pour moi une manière de me sécuriser. Dans les sports de combat aujourd'hui, votre avenir, il est assujetti à vos performances. Ça, c'est numéro 1. Vous ne performez pas, vous gagnez beaucoup moins et vous décotez plus vite qu'une voiture. Ça, c'est une réalité. Une défaite vous fait dégringoler, ça va vite. Et le manager, pas le manager, mais plutôt l'organisateur qui vous voulait, quand vous étiez sur une série de victoires, au moment où vous avez une défaite, vous fait comprendre que faut tout recommencer, faut reprendre des mecs durs et vous préserve pas forcément. Ça, c'est numéro 1, faut faire attention à ça. Numéro 2, si vous vous blessez, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes combattant, vous vous blessez, quelle est votre source de revenus? Il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien qui vous rembourse ce que vous deviez gagner. Quand bien même vous auriez une assurance, à part vous rembourser les frais médicaux, on va pas aller chercher sur une perte de, je sais pas, une perte d'opportunité. Non, il y a rien. Vous perdez. Enfin, vous n'avez pas d'argent. Et aujourd'hui, je pense que c'est très difficile pour un combattant de combattre. Si déjà tu regardes toutes les problématiques d'un combat et la difficulté de se conditionner pour un combat, parce que psychologiquement, il faut être prêt pour aller combattre. Si en plus de ça, tu ramènes la contrainte de si je perds mon argent, comment je vais faire, ou autre, etc. Imaginez la dureté. Donc c'est pour ça, moi, j'ai toujours privilégié le travail. J'ai toujours, entre guillemets, assuré mes arrières. Et aussi parce que très jeune, moi, j'ai contracté un crédit pour devenir propriétaire. Mais bon, j'avais la volonté d'être entrepreneuriat. Et qui dit ça, dit devoir avoir une fiche de paye, etc. etc. Donc, j'ai jamais lâché le travail. J'ai la chance d'avoir eu un cursus estudiantin pas mal. J'ai des diplômes. Donc, du coup, pour moi, c'était important de continuer à travailler. C'était la logique. Mais on le dit souvent ici, il faut que les gens se rendent compte, nos auditeurs, parfois, que les sports de combat en général, on rappelle par exemple Mathieu Bodarlik qui continue de travailler aussi à côté, alors qu'il a fait une demi-finale mondiale WBC contre Callum Smith il y a quelques mois encore. C'est pas facile. Je dis une bêtise, à ton avis, si je dis que, allez, sortie de Cyril Gane, Manon Fiorot, peut-être Nassourdine Imavov. Ouais, si, quand même. Ouais. Saladin Parnasse. Saladin Parnasse, ouais. Mansour Barnaoui. Abdoul Abdouragimov. Est-ce que c'est pas les seuls qui vivent vraiment bien de leur sport aujourd'hui? Même Abdoul, je pense pas que tu puisses dire qu'il vit. Je pense qu'on le rend pas. Il est pas au même son niveau que les autres. Il est pas au même niveau que les autres, c'est sûr. Il vit son. Non, on le met pas dedans. Bien Non, sûr, tu vois. Mais est-ce Je que c'est les dirais seuls pas qui que vivent bien de leur sport en France, ceux que j'ai cités? Ouais, je pense. Après, il y a peut-être des exceptions, parce que tu as Morgan Charrière qui a réussi à capitaliser autour de la fanbase qu'il a. T'as Cédric Doumbé aussi qui vit très bien du sport. C'est vrai. T'as Morgan Charrière. Ça, c'est des gens qui, en plus, t'as Ramzan Jambiev, par exemple, voilà, qui, eux, sont un profil un peu particulier parce que sont très suivis et arrivent. Je pense que dans peu de temps, Baki, avec la communauté qu'il a, va réussir aussi à générer beaucoup de choses. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la performance du combat ne suffira pas. Pour gagner beaucoup d'argent, il faudra aussi, à un moment donné, réussir à avoir autour de soi, fédérer beaucoup de monde. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Et surtout, c'est un peu la loterie, ça. Il y a des gens pour qui ça matche bien, ils sont à l'aise avec les réseaux, ils arrivent à créer un lien avec les gens autour d'eux. Et d'autres, c'est plus compliqué, qui sont plus réservés. C'est pas leur nature. Ils considèrent que pour eux, c'est combattre et ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à autre chose.
Et donc voilà, c'est les sources de revenus, il y en a pas 1000 hein. Quand on combat, c'est le combat et les Ça partenariats que raconter, tu peux avoir avec les sponsors, Ouais, etc. t'as raison. Et c'est des conseils que tu donnes aux jeunes, par exemple? Ceux qui débutent leur carrière, que toi tu croises, tu vois. Moi, le conseil que je donnerais à un jeune, c'est attention, c'est un conseil de vieux, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout de rester vigilant sur le fait que le combat est assujetti à beaucoup de conditions. Et la première, c'est sa santé. Et à un moment donné, au premier pépin physique, vous vous retrouvez au chômage technique. Ouais, là, t'es rapidement Voilà. dans le dur. Le deuxième, c'est la performance, et c'est pas rien. Quand on voit le nombre, la concurrence, le niveau d'adversité, et quand tu mets tout ça bout à bout, tu te dis que peut-être avec un peu de réflexion, il est bien d'assurer son avenir, ou du moins d'avoir peut-être un petit taf à côté. T'as des jeunes que t'as pris sous ton aile? Non, j'ai pas Il y en pris a de qui jeunes. viennent te solliciter pour des Il conseils. y a beaucoup, il y en a qui parfois me posent des questions, beaucoup de gens qui se posent la question, j'ai 24 ans, j'aimerais combattre, est-ce que tu crois que c'est possible? Voilà, des gens qui me disent, moi mon rêve c'est... Maintenant j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent, mon rêve c'est de combattre au ARS. C'est ouf, Ouais, c'est bien. c'est ouf, leur rêve est de combattre au ARS. Et j'ai 24 ans, tu crois que je peux démarrer comme ça? Et après j'essaie de les guider, je suis pas là pour casser des rêves, au contraire, je suis là pour les encourager. Maintenant, de vulgariser le sport à dire que ça sera facile, non, ça sera pas facile. C'est difficile. Une carrière en MMA est très difficile. Bien sûr. Mais vous ne voyez, en combattant, ceux qui s'illustrent sont qu'une partie qui sortent. C'est la partie qui n'est pas émergée de l'iceberg. Et sur cette partie-là, il n'y a qu'une pincette qui va aller au plus Ouais, haut c'est niveau. clair. Tout le reste, c'est fini. Là, c'est que le sommet de la pyramide, Bien sûr. pour le coup. Ouais, Le- c'est ça. Le niveau global du MMA en France aujourd'hui, on est 3 ans après la légalisation, on a des talents de partout. On a cité déjà des noms qu'on va pas reciter. Il y a aussi beaucoup de potentiel chez les jeunes. On en voit dans chaque organisation, on voit des beaux potentiels, des gens qui peuvent avoir un avenir. J'ai l'impression qu'on a un sacré niveau quand même en France et qu'il y a un potentiel énorme pour les années à venir. Qu'est-ce que t'en dis, toi, en tant que vieux sage du MMA? Je pense qu'on a un gros niveau, mais de manière générale, la France dans le sport performe, hein. On a, dans tous les sports co, on est quand même présent, etc. La France est un pays où on performe. Malheureusement, c'est que le sport n'est pas assez valorisé, on va dire, en France, et qu'on le voit pour les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas les rémunérations qu'il faut et ils n'ont pas forcément l'exposition qu'il faut. Maintenant, effectivement, si je regarde plus un focus sur le MMA et que je vois aujourd'hui les performances qui ont pu être faites dans les championnats du monde amateur, etc., je vois effectivement qu'on a des petits jeunes qui arrivent et qui poussent fort. On voit même qu'il y a des teams sur le niveau de formation qui sont peut-être plus à l'aise que d'autres. Je cite le NR Fight, je trouve qu'ils sortent beaucoup de monde, notamment chez les féminines. J'ai la team de Gaëtan Hurtel, la Old School, qui sort beaucoup de prospects. Là, on a la Supreme League qui permet aussi de voir qu'il y a des gars en amateur qui seront à suivre. Donc, ça fait plaisir à voir. On voit que le travail arrive et il va commencer à payer. C'est le travail de l'ombre depuis des années qu'on commence à bien voir. sûr. Et derrière, sur les jeunes talents, on voit, on a des jeunes talents. Pour citer l'un des plus gros talents, on a Axel Sola, que je trouve très très fort. On est d'accord. On a Jorick Montignac, qui n'est pas tout jeune, mais qui débute fort. Je parle de ceux qui ont moins de 4-5 combats. Je parle de Baki, très solide. Virgile Eugène, là. Virgilogène, mais bon, à voir quand même, parce que pour l'instant, il n'a pas non plus affronté. Tu peux pas comparer Axel Sola et Non, Virgilogène. bien sûr. Non, Mais- par contre, la comparaison entre les deux est marrante par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la lumière que peut mettre le Ares sur quelqu'un. Oui. Si on regarde aujourd'hui, Virgile a plus de followers Instagram Ouais, qu'Axel ça, c'est Sola, bizarre. alors qu'ils sont pas au même niveau de leur Bah, carrière du clairement. tout, et qu'Axel a plus d'expérience large. Mais Axel, Et en fait, vous vous rendez pas compte. la lumière que te donne le Ares, c'est quand même un Moi, truc Mais- assez fort. Et c'est pas à négliger. Ouais, non, C'est non, un pas du tout. argument important pour les combattants aujourd'hui, c'est de se dire, ok, je vais faire un fight de ouf bourbier qui va monter haut, peut-être dans les classements Fight Matrix, je sais pas moi, au fin fond, dans le Brave au Moyen-Orient, qui est une belle organisation, hein, attention, très belle organisation Brave. Et j'ai la possibilité de combattre à Porte de Versailles au Ares. Ah ouais. Mais allez-y, foncez. Moi, je l'ai dit à l'époque, j'ai dit aujourd'hui, le Ares qui se construisait encore dans le roadster, j'avais dit, signez maintenant, après les conditions d'entrée seront plus compliquées. C'est le moment de donner de la Venez, force, venez, de leur ouais. donner de la force parce que forcément après eux aussi, dès qu'ils vont réussir à avoir mis la lumière sur les combattants, ça va devenir un argument pour eux pour descendre les primes. Ce qui est logique. Au début, ils vous payent bien pour vous attirer
Une fois qu'ils ont attiré tout le monde, qu'ils ont fait le travail, ils vous disent Avec bah ça. ouais, mais Eh oui. c'est normal, c'est du donnant-donnant. Donc plus je te donne, bah, plus Totalement. tu fais de concessions, etc. Et aujourd'hui, bah, on le voit, ils font le travail, le RS. La signature avec Canal, c'est extraordinaire. Bien sûr. On peut dire ce qu'on veut, c'est extraordinaire. Bien sûr. Il y a une exposition de fou pour les combattants. Et voilà, on voit, je pense aux deux frères. J'ai oublié. Younoussov, ouais. Ils sont très bons. Très bons. On voit qu'ils explosent. Abdul était déjà très fort avant le RS. Le RS a fait qu'il a explosé en France. Total. D'accord. Abdul était déjà connu dans le monde Il a- du il a- MMA. Abdullah, grâce à Ares, moi je trouve, il a dépassé le cercle des initiés. En fait, On c'est le ça. connaissait C'est sur les que initiés et il a comme dépassé un peu ce Oui. cercle-là. dans le monde du MMA, il était déjà très connu parce que tout le monde savait que c'était un tueur. Il avait fait des belles choses au Brave. Mais le RS, ça fait de lui une star en France. Et c'est ça aujourd'hui la force du RS. Totalement, je suis d'accord avec toi. Mais pour en revenir, oui, t'inquiète, on sait. Axel Solar, on sait qu'il y a du potentiel, Ouais. Non, mais voilà. énormément de talent. Mais en tout cas, voilà, si je devais en citer quelques-uns, voilà, il y a en tout cas en France des gars qui sont vraiment forts. En dessous, il y en a d'autres. Je pense à Ramzan Jambiev qui va arriver. Cédric Doumbé, où il y a beaucoup d'attentes. Lui, on peut pas dire que c'est un nouveau arrivé dans les sports de combat. Mais... Saladin, parce qu'on rappelle qu'il a que 23 ans. Ouais, après Saladin, maintenant, je le mets C'est même, c'est un truc de fou. je le mets même plus dans Non, moi comment non plus, dire. mais il faut rappeler Mais qu'il a 23. C'est vrai que voilà, quand tu vois ce qu'il a fait à 23 ans, c'est incroyable. Et il a fait à 23 ans ce que 0,5% des combattants MMA arriveront à faire dans leur carrière. Ouais, c'est ouf quand même. Ça... Toi, tu as une particularité dont je voulais te parler aussi, c'est que tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois que tu pas de manager. Non, j'ai pas de manager, ouais. T'es pas vraiment lié à une salle, tu t'entraînes pas tout le temps au même endroit. Non, ouais. D'où est c'est une volonté de toi d'avoir un peu cette indépendance, tu vois, par rapport au schéma classique où on a une salle, un manager, ce qui est souvent d'ailleurs se chevauche entre eux. Depuis Hobby Fight, t'es électron libre comme ça? Mais j'ai toujours été plus ou moins électron libre. Après, nous, encore une fois, je le rappelle, je suis arrivé dans une ère où le MMA n'était pas structuré. Ma carrière a évolué et je pense que les institutions dans lesquelles j'étais, comme le MMA Factory, a évolué en même temps que nous. C'est-à-dire que nous, on a porté le MMA Factory à un moment donné. Et le MMA Factory, aujourd'hui, est devenu tellement lourd que c'est lui qui porte les combattants. Mais nous, quand on est arrivé, Ouais, c'est pas pareil. c'est sur nous qui s'est construit. Il faut bien comprendre ça. Donc les choses ont changé, le MMA n'est plus le même et il faut accepter que ce soit plus le même. Moi j'ai cette chance d'avoir... Encore un rapport avec Kylian, tu vois. Le football, il a changé. Le MMA, il a changé. Hein, mais c'est vrai, il a vraiment changé. Après, moi je pense que j'ai cette expérience qui fait que je peux me permettre de ne pas forcément avoir un team et d'aller chercher la compétence là où elle est, etc. etc. Pour un nouvel arrivé, c'est impossible. Pour quelqu'un qui arrive dans le circuit MMA, c'est pas possible, c'est trop dur, c'est trop coûteux, puis les gens ils vont pas forcément te calculer, ils vont pas te donner de l'attention, etc. Attention, c'est pas un monde de bisounours. Hein. Non, bien sûr. Que si aujourd'hui vous êtes accepté dans un team et tout, c'est toujours pareil, il y a cette qualité de relation humaine, mais derrière il y a aussi le fait que tu puisses apporter quelque chose à certains, etc. T'as pas de head coach du coup? Si, j'ai David Beer, ça a toujours été mon head coach. Ouais, il était pas préparateur. Non, jamais, ça a jamais été mon préparateur, ça a toujours été mon head coach. Et je lui dois beaucoup, dans ma carrière MMA, je lui dois beaucoup. Il a un niveau monstrueux et c'est celui qui m'accompagne, c'est celui qui a une vision du MMA qui correspond peut-être le plus à ce que je sais faire. C'est celui qui va regarder, qui va me donner 2-3 conseils qui pour tout ajuster. C'est celui en fin de prépa qui sait me parler. C'est celui que j'écoute de sparring. Et il est monstrueux. Et c'est vraiment celui qui trouve les mots à chaque fois. Après, il y a une forme peut-être de respect qui fait que quand il me parle, ça fait tilt tout de suite. Mais voilà, je sais qu'en général, quand il me dit quelque chose, je fais. J'ai un niveau de confiance en lui qui fait que... et par contre, en management, donc là, techniquement aujourd'hui, c'est toi qui J'ai pas de management, ouais. Je passe en direct avec Benjamin Sarfati parce que c'est plus simple. Ouais. Après, des fois, quand ça bloque, on a un sujet de blocage, je passe avec Fernand, mais en général, ça va. Les étapes selon le blocage. Non, c'est pas ça, c'est que des fois, c'est plus simple de voir Fernand sur certains trucs, et sur d'autres, c'est plus simple. C'est moi plutôt qui aiguille en fonction de ce que je veux demander. Par exemple, Fernand, je pense que sur le plan financier, il va être plus à l'aise de dire oui que Benjamin. Benjamin, sur le plan peut-être combattant, de proposer, etc., il va être plus souple que Fernand, tu vois. On rappelle moi, Benjamin Sarfati qui est le co-patron du MMA Factory. C'est pas qu'il y a une sorte de hiérarchie entre eux, c'est juste que moi, en fonction de mes demandes, j'aiguille, tu vois, et c'est logique, j'essaie de jouer aussi. C'est le pourcentage à un manager, c'est parfait, quoi.
Ouais, mais ça, après, à la rigueur, si le manager fait le taf, Ouais. vaut mieux donner 10% de quelque chose que 0 de rien. Moi, Tu gères assez bien quand même tout seul, là, ça se voit. Mais il y a rien à gérer. Tu me donnes un contrat, je le signe. Je te dis, les adversaires qu'on m'a proposés, c'est pas des cadeaux. C'est pas comme si on était en train de me construire ou en train de me propulser. T'arrives à un niveau de carrière où, voilà, moi, ce que je veux, c'est simple. Je veux une prime qui correspond à ce que je veux faire, enfin, que j'estime correspondre au niveau de sacrifice que je vais donner pour le combat. J'estime que ce qui me paye, c'est correct, très correct. Et voilà, et moi, je fais le taf derrière. Et tu prends les fights, comme tu dis, on te propose. Je prends les fights et après, je pense que je leur rends bien aussi parce que je me prépare sérieusement, je fais en sorte de me préparer sérieusement, je leur mens pas, je me mens pas et je fais tous les efforts qu'il faut pour faire le spectacle le jour T'as les J. combats que tu veux. Karl, tu voulais vraiment. Oui, mais c'est des combats qu'ils voulaient aussi. Ouais, Ce que je veux dire, qui ne voulait pas voir Mais le bout à est-ce Moussou. est-ce que tu te motiverais Tu à remplis la affronter salle avec le bout à quelqu'un Moussou. qui est inconnu? Je pense pas. Ah non, non, Ce stade-là, c'est terminé. ça m'intéresse Voilà. pas, ouais, exactement. Moi, j'ai besoin d'être challengé, défié. Karl, c'était un défi, tout le monde le sait. Pépi, il est quand même bien placé, il est presque top 100. Il est devant moi quand même presque de 80 places, je crois. C'est un défi qui t'attire. C'est un gros défi, c'est pas un petit morceau, c'est pas le mec que je suis parti chercher Bien sûr. au Brésil, au fin fond d'une favela, c'est qu'on l'a ramené pour me payer. Non, mais c'est... Les célèbres brésiliens qu'on ramène parfois. Non, mais il y a deux filières. Il y a la filière ukrainienne et la filière brésilienne. Ce combat, donc on rappelle que ce sera pour la ceinture intérimaire des welter. Le champion des welter d'Arès, c'est Abdouragimov, dont on parlait tout à l'heure. On ne sait pas de quoi son avenir sera fait. On croise tous les doigts pour le voir dans une grande orga comme l'UFC ou autre dans les mois à venir. Hypothétiquement, fictionnellement, si on te proposait de le réaffronter, si tu bats Pépi et qu'on te proposait de l'affronter pour unifier la ceinture, tu prends ce genre de Ouais, challenge, Abdoul? je prends, bien sûr, je prends. Après, tu viens chercher une ceinture qui est, comme je l'ai dit, intérimaire. Lui, il a la ceinture du champion. S'il signe pas, malheureusement, dans une grosse orga et que ses plans tombent à l'eau et qu'on me dit, bon, bah écoute, go, bah bien sûr, j'y vais. Je suis combattant, j'ai peur de personne. Je peux respecter ses compétences de combattant. Je reconnais qu'il a des compétences de combattant. C'est loin d'être quand même le plus polyvalent de tous. Autant il excelle de manière exceptionnelle sur son combat au sol, autant en boxe, excusez-moi, c'est loin d'être la faute de guerre. Et un combat, ça commence debout. Donc bien sûr que si je prends un doute, j'ai mes chances et je ferai en sorte d'aller au bout du truc. Donc il y a rien qui peut me dire non, il l'affronte pas. Jamais de la vie, au contraire. Et si je l'affronte, je serais persuadé que je vais le gagner. Comme à chaque fois. Enfin, c'est logique. Il n'y a même pas débat là-dessus. Toi, tu le chatouillerais un peu comme tu as fait avec Karl ou avec Pépi, parce qu'il faut dire aussi, je pense que c'est le meilleur trash talker de tous les combattants français, à part derrière Cédric. Avec Cédric. Derrière, Ouais, c'est ce que j'allais Le dire. petit sac de l'UFC offert à Karl, c'était mignon. Mais Là, c'est ça, c'est mignon. Mais c'est franchement, mignon. Mais c'est mignon. bien fait. C'est toujours bien pensé, Je bien suis travaillé. jamais dans le manque de respect. Non, je suis non, toujours toujours travaillé. Mais ça a dû quand même bien le faire chier, faut dire la vérité. Je pense que ça l'a fait chier. Je pense que quand je l'attaquais sur ce côté allemand, c'était bien plus chiant à aussi, subir que le Ouais. sac UFC, parce que le sac UFC, au final, il y avait une part de sincérité dans ce que je faisais. Après, ça a été pris et moi, j'en ai joué. Volontairement, je suis super taquin. Mais On rappelle par contexte que tu lui as offert le sac parce que tu as été à l'UFC et que lui, il n'y a pas été, que Karl ça, et Amoussou n'y a pas c'était été. D'ailleurs, c'était un sac qu'on m'a vraiment donné en dotation. C'est pas genre un sac que j'ai acheté. Il y a encore l'étiquette Le Bout dessus. Tu vois, C'est magnifique. mais voilà, et lui et moi, on est en super bon terme. Donc, tu vois, un combat, c'est un combat. Faut arrêter après. Ouais, Faut je pas comprends trop aller trop complètement loin. Mais t'es tenace là, je vois le nombre de stories avec le chapeau de Pépito et tout. les Ouais, mais ça, tatouages, c'est t'es tenace. pareil. Parce qu'il l'a mal pris. C'est ça qui m'a fait rire. Il m'a bloqué. Ses coachs, ils m'ont passé des trucs. Ouais, arrête de parler sur nous. Ouais, ça te donne envie d'alimenter la machine. quoi. ouais. Sur ses tatouages, surtout, Tu te il rends y a compte, tout qui est passé. Ouais. Mais même Benjamin, il m'a envoyé un vocal. Bah, il était en panique, le pauvre Mika. Arrête de dire aux gens que je te donne de la force. Tout le monde le croit. Et je dis, bah, c'est pas mon problème si vous n'êtes pas soudés entre vous. Tu vois. Moi, je sais pas. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient me voir. Il me dit, ouais, David Beer, il est pour Pépi. Il veut que Pépi te gagne. Mais ça, j'ai pas la place entre moi et David pour que Bien ça sûr. puisse m'immiscer un doute. Donc ça veut dire que eux, entre eux, la cohésion elle est pas si ouf, tu vois. Si le mec il arrive à douter de ça, c'est que remettez-vous en question, les gars, vos relations elles sont pas ouf. Et donc du coup, après j'ai dit à Benjamin, je dis mais non, tranquille, je vais quand même pas démentir ce que j'ai dit, mais tranquille, j'ai fait un vocal, tu vois, ça lui servira de preuve pour aller dire à Pépi,
Bah, tu vois, j'en vois pas de force, hein. Mais je sais qu'ils ont eu des consignes, même les gars de sa team. Il y a des gars de sa team qui, je pense, étaient très proches de moi et maintenant le sont avec lui, donc ils n'osent Ouais, pas bien prendre sûr. parti parce que peut-être même qu'ils sont avec lui et par respect pour moi, ils le font pas. Et d'autres, par respect pour lui, ne montrent pas ouvertement devant lui qui sont avec moi. Mais je reçois beaucoup de messages de la part des gars du Factory qui me disent éclate-le. Mais voilà, mais ce que je veux dire, est-ce que je vais les citer et tout? Non, je vais pas le citer, mais c'est un fait. Et franchement, j'ai envie de te dire, pour certains, heureusement, au vu de notre histoire qu'on a ensemble, ben, heureusement que les gars, ils me donnent Bien de la sûr. force. Bien sûr. C'est pas... Parlant de ces relations, quand même, j'avais envie de te demander, le fight contre Karl Amoussou, il est pas Fight of the Night à Arès. Est-ce que tu crois qu'il est pas, je vais être franco dans la question, est-ce qu'il est pas Fight of the Night parce que t'es Michael Lebou et que c'est Karl Amoussou? Je sais pas, tu vois, on a tous nos histoires avec... là, pour le coup, c'est Fernand qui décide. Mais je sais pas comment ça s'établit, cette décision, si elle est collégiale, si elle est unilatérale entre lui et Benjamin Sarfati, ou si c'est lui tout seul. Voilà, nous, on apprend ça en conférence de presse, pas Fight of the Night. Quand tu regardes la carte, on a été le combat de la soirée. Je crois qu'il le dit aussi, de toute manière. Il dit qu'il n'y a pas eu le petit plus pour faire que ce soit vraiment le combat de la soirée. Effectivement, il n'y a pas eu de soumission, il n'y a pas eu si vous attendez de ma part que je fasse un coup de pierre tourné, bah, vous ne l'aurez jamais. Donc, je ne serai jamais Fight of the Night. Je suis quelqu'un de plutôt intelligent qui gère mes combats, mais qui va au bout du truc. Moi, je pense que le combat of the Night, c'est aussi une opposition. C'est-à-dire que quand vous avez deux monstres qui s'affrontent, entre guillemets de monstres, des mecs compétents, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'un d'eux aille à la bagarre ou prenne des... Non, on mesure par rapport aux qualités de notre adversaire en face. C'est beaucoup plus facile de faire une démonstration face à un mec faible que face à un mec à votre niveau. Donc ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte l'histoire et tout le processus qui a été amené à ce combat. C'est-à-dire qu'on a vendu le combat, il y a une histoire. Et voilà, c'est quoi un Fight of the Night? Il y a une attente, il y a tout ça. La salle était là Donc pour je ça. pense... Puis c'était un beau combat, franchement. Et c'était un beau combat, C'est je pas pense. pénible à Je regarder. pense. Non, Après, effectivement, c'est pas le plus spectaculaire. Moi, je le reconnais. C'était un truc de mec qui s'y connaît un peu. Mais vois ce que je veux dire? Mais je l'entends maintenant de dire, moi, est-ce que je pense que je méritais le Fight of the Night? Oui. Pourquoi Oui. je l'ai pas eu? Est-ce que c'est une petite manière de Fernand de nous dire, hop, c'est moi qui décide, je reprends les rênes? Bah, peut-être. Voilà, moi, en post-conférence, j'apprends que, par exemple, moi, quand je vois Fernand, il a la casquette c'est un peu mon boss, entre guillemets. Bien sûr. Il travaille pour le Ares, c'est le boss du Ares. Il me donne un contrat. On est d'accord? Le boss me donne un contrat. J'accepte le contrat. J'apprends en conférence de presse qu'il a misé sur le fait que j'échoue. Parce que concrètement, il dit, moi, j'ai parié contre le bout. Je pensais qu'il allait perdre contre Amoussou. Imaginez 2 minutes. Vous êtes dans une société privée. Dans ta situation, ouais. Je te dis, tiens, je te paye 2500 € par mois. Et là, j'ai une mission à te confier. Tu me dois développer 7 axes de stratégie. Je vais voir ton collègue, je dis, je parie 500 € qu'il n'y arrive pas. À la fin du mois, il nous présente un bilan, c'est de la merde. C'est ouf. Ouais. Tu vois, là je pense que je ne lui ai pas dit et je m'en fous. Parce que voilà, ça... Mais je trouve ça bizarre. Je trouve bizarre que ton employeur parie contre toi. Et tu Voilà. trouves pas Je trouve ça que c'est déplacé même. Et est-ce que toi, ça te dérange, par exemple, le fait que la personne qui décide de l'attribution des bonus soit aussi manager des combattants qui sont sur la carte et donc prenne un pourcentage sur les sommes faites par ces mêmes combattants? Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Ouais, je vois. Alors Ça te après, dérange pas ou ça... en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans une construction du MMA et comme le sport se construit un peu, on n'a pas encore le choix de se dire de la séparation un peu des pouvoirs. On est dans des pouvoirs qui sont unifiés, c'est-à-dire à triple casquette. T'es entraîneur, t'es manager, t'es promoteur. Ce qui favorise pour certains l'attribution des bonus, il facilite un peu ses combattants, donc le management factory et donc ma factory. Allez savoir. Humainement, on n'est que dans de l'hypothétique. Je m'aventure pas là-dedans. Maintenant, force est de constater qu'ils ont beaucoup de bonus. Et c'est quelque chose qui est important à noter, parce que c'est aussi important de le souligner, parce qu'on focus beaucoup en France sur Fernand Lopez, là, sur ses multiples casquettes. C'est un truc qui existe dans le MMA partout dans le monde. Hein. Graham Boyle au Cage Warrior, Ali Abdelaziz à l'époque au WSOF. Mais Ali Abdelaziz a été obligé de se retirer. Il a été obligé, mais je veux dire, c'est quelque chose qui a été prégnant dans ce milieu-là pendant très longtemps, partout. Le sport est nouveau, il se construit. Plus le Ares va grandir, et moins il aura la possibilité de faire ça. C'est-à-dire que plus le Ares va prendre de la place, que ce sera grand. Ouais. Et plus il va devoir à un moment donné dire ok, je peux plus. Le conflit d'intérêts sera trop important. Ouais. Et après, là aujourd'hui, comme il construit quelque chose, et de toute manière, s'il prend de la place
dans la promotion. C'est bien qu'il y a de la place. Bien sûr, Donc c'est aussi que les autres ne font pas le travail. totalement. Bien sûr. Donc ça, on peut pas lui reprocher de prendre de la place. Donc moi, je le reproche pas à ça d'entreprendre, parce que sans lui, pas de RS, faut dire la Complètement. vérité Et on l'a aussi. souligné Et c'est complètement. pour ça que des fois, on fait son procès, etc. Mais il faut aussi reconnaître ce qu'il Ah fait. bah, c'est le meilleur manager de France. C'est C'est le meilleur promoteur de France aussi, je C'est le pense. meilleur communicant MMA en France. C'est Aussi, celui qui arrive à, je pense, à générer, à faire du chiffre, qui arrive à autant il polarise, mais autant il fédère. Il arrive à fédérer des équipes Totalement. autour Non, de non, lui. le travail Donc, effectué est énorme quand il même. fait un Ouais. gros C'est travail. impressionnant. Et ça, on peut pas lui retirer. Non, non, jamais. Après, jamais. le personnage, soit t'aimes, soit t'aimes pas. Voilà. Et souvent, quand t'es pas dans sa vision des choses, tu ne peux pas aimer, parce que c'est vrai que moi, le plus gros reproche que je peux lui faire, c'est qu'il est pas souvent dans le débat. Je trouve que il est dans un débat où il veut sortir du débat pour avoir raison, mais pas pour aller essayer de chercher une vérité. Et à partir de là, c'est une sorte de débat politique. Le but pour lui, c'est de ressortir et que les gens aient l'impression qu'il a raison. Et à partir de là, ça fausse tout. Et moi, par exemple, ça m'intéresse pas de débattre dans ces conditions. Moi, j'aime débattre si on est amené On s'écoute, ouais. à se tirer l'un vers l'autre, vers des actions, et peut-être élargir nos Ouais, tout visions. à fait. Accepter Et des c'est là où arguments de je le l'autre trouve aussi. parfois Ouais. dur, notamment sur la conférence de presse Arrest 13, avec le petit jeune qui a fait une critique, qui avait fait peut-être un titre. On le sait comment ça fonctionne, les vidéos. Ils Ouais. font un article un peu racoleur, putaclic, comme Oh on oui, dit. Lui, il l'a on peut fait. témoigner. Hein. Et derrière, ça a été, je trouve, trop dur. Ça a été trop dur pour le jeune qui s'est pas démonté en plus, hein, qui a été au Non, bout de non. ses convictions. Mais voilà, quand bien même vous n'êtes pas en accord, il y a des manières de faire. Et je trouve là, par exemple, que ça a été trop dur. Ça, Ouais. c'est créé, mais, Non, mais- ça peut nous permettre d'ouvrir le débat sur la médiatisation aussi en France, parce que cette conférence de presse, je trouve qu'elle est symptomatique de beaucoup de choses, et notamment, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire là, mais sur le côté, c'est un peu un monstre qu'ils ont créé, parce que on a ouvert les portes aussi à toute forme de médias. Aujourd'hui dans le MMA, parce qu'il faut mettre en avant le MMA le plus possible, et donc forcément la machine peut te revenir dessus, parce que Ouais, mais attends. un jeune n'aura pas les mêmes codes. Le petit jeune dont tu parlais, Pugila pour le citer, hein, Isma, Isma aura pas les mêmes qui fightaient à l'AEF Ouais. sur la même carte que toi. Oui, il y a quelques il est sympa, semaines. c'est un bon garçon. Il C'est n'a un bon pas gamin. forcément les codes qu'aurait un journaliste classique. Donc il va peut-être plus lui rentrer dedans, tu vois, quand nous, les journalistes classiques, des fois, ont un peu plus Attends, de mais- freins, Mais après, un peu il lui plus a- de choses attends. comme ça. Sincèrement, je suis pas là pour le défendre, ni lui, ni l'autre. Mais quand vas au haut niveau, parce qu'on parle bien du retour de la prestation de Cyril Gane face à Tout John à fait. Jones. La prestation a été ce qu'elle a été. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens te disent c'est pas grave. Non, je suis Voilà. d'accord. Regarde le foot, Donc, comment ça se passe. On en a Et parlé c'est ce que j'allais complètement. dire Ouais. justement. Maintenant, revenons-en au foot pour que Mm. ça parle à plus de monde. Aujourd'hui, je vous le dis, dans le foot, quand vous prenez une raclée, que le Barça tape le Real ou que le Real tape, Oui. ou le PSG qui perd au Bayern, ou le... Mika, moi, je suis chroniqueur dans l'after-foot. Et que je Bah vois voilà. le degré de sévérité qu'on peut avoir quand on débriefe, ne serait-ce que les matchs de Ligue 1, même des petites équipes, Lorient, Toulouse, mais on est très très loin encore. On est très très loin de ce niveau. Non, non, mais Et après, attention quand même, parce que le foot est un sport collectif, et donc effectivement, c'est quand même plus facile de diriger une défaite collectivement, parce que même si parfois il y a tel ou tel Tu joueur sais qui a qu'on tape souvent sur les contre-performé, entraîneurs, hein, Mika. oui, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, et c'est le rôle de l'entraîneur, c'est de faire le bouclier. Paratonnerre, ouais. Mais ce que je veux dire, quand t'es combattant, attention à pas non plus trop pousser, hein, j'appelle pas à la critique ou au lynchage. non, non, bien Je sûr. dis juste que quand t'es sur le toit du monde, T'es obligé. Je suis d'accord. t'es exposé. T'es obligé. Et la manière dont ça a été fait, le règlement, parce que pour moi c'est comme un règlement de compte qui a été fait et c'était préparé, c'était trop facile. Mais Et c'était pas, voilà, c'est un des reproches que je pourrais Alors, lui faire. mais c'est vrai que quand on est par exemple- juste. Quand on est par exemple, on va citer, quand on est un Galtier, un lendemain d'élimination du PSG en Ligue des Champions contre le ou Bayern, même d'une défaite au Vel, hein. le lynchage que vous prenez, enfin le niveau de haine est sans mais- commune mesure avec ce qu'on peut connaître Mais moi, en le MMA. premier- Sans commune mesure. Moi, le premier, je sais pas taper dans un ballon. Des fois, Giroud, je l'ai insulté, le Et tu pauvre. vois, exactement. Alors Ouais. que Ouais. Giroud, sa carrière, Ouais. elle est Il est plus extraordinaire. fort, plus beau et plus riche. 60 que nous, en millions de plus. sélectionneurs, Non, mais- Mika. 60 non, mais millions de Attends, juste sélectionneurs. pour revenir sur ce C'est le que meilleur tu disais, buteur de l'équipe Mika, de France. c'était quand même hyper intéressant, c'est que le problème, moi je pense, c'est que tu vois le Isma quand il arrive, c'est que c'est pas un journaliste. Alex disait, il a pas les codes, mais je pense que tout cet écosystème, comme ils aimaient l'appeler, ont stimulé le fait que il y ait beaucoup d'amateurs qui puissent être considérés comme des médias et comme des journalistes. Alors ils ont vu leur intérêt parce que les trois quarts des médias entre guillemets, je remets des gros guillemets qui sont présents dans ces conférences de presse, ils sont là pour cirer les pompes.
On a pour cirer les pompes, pour dire que tout est bien, c'est vrai. Tu regardes les contenus qui sont produits par ces médias, on va pas les citer, mais c'est 99,9% un outil de propagande positive pour le MMA Factory. Et malheureusement, tu peux pas t'empêcher d'avoir le revers de la médaille, que des gens qui soient pas professionnels puissent aussi être contre, et ça donne des échanges qui sont surréalistes. Et c'est pas, je trouve que ça fait pas grandir l'image du sport en France. Non, mais tu vois, de manière plus neutre, RMC par exemple, qui a fait le 2e épisode, là j'ai sorti du post-fight contre Le film Gann Jones, c'est pas ça lui-même, vous pouvez le retrouver sur YouTube. J'ai trouvé qu'ils ont été une vision plutôt juste de ce qui s'est passé. Ils ont pas tiré sur l'ambulance. Ils n'ont pas essayé de dire que c'était pas grave et ils ont montré qu'il y avait de l'attente derrière Cyril Gane. Et aujourd'hui, je crois, mais de manière générale, voilà, pour finir et clôturer sur ça, je crois que la déception a été à la hauteur de l'attente. Des espérances. Ouais, bien sûr, de l'attente et des espoirs. Et dernière petite question, Mika, tant qu'on est un peu sur ce thème, donc on l'a dit, tu fais aussi le podcast avec AB, avec Boulox, Mika and AB Show, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui est très sympa, je vous le conseille tous, c'est une super émission à retrouver chaque semaine. C'est une envie que tu as eue? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est un truc... on en a de plus en plus, des fighters ou des coachs d'ailleurs qui lancent leur petit podcast, leur petite chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose que tu avais en toi, envie on va dire d'évoquer ton amour du MMA à travers un média? C'est un peu ça. À la base, vraiment, quand j'avais pris du recul, j'avais dit que peut-être j'allais arrêter le sport. Voilà, j'avais envie de créer une sorte d'émission. J'avais tenté, c'était horriblement dur. En vrai, on se rend pas compte que la captation d'image, le découpage, le montage et tout, ça prend un temps de fou. Et nous, on a un producteur, c'est pour quelque chose. Hein. Ouais, mais du coup, on a arrêté ça. Et après, AB m'a proposé, lui, il avait déjà une chaîne qu'il lançait. Ouais. Il m'a dit, viens, on fait une chronique, on fait le Mika and AB Show. On fait tous les dimanches, en général, on enregistre et on la met tous les lundis à 18h. Là, je lui fais faux bond de lundi de suite. Je suis désolé, mais parce que vraiment, je suis trop focus dans le combat. Il y a un combat à préparer. Ouais, exactement. Et voilà. Mais sinon, je prends énormément de plaisir avec AB. Et voilà, encore une fois, j'insiste, ce qu'on peut dire des fois, on le dit avec le cœur. Forcément, quand on fait nos analyses, parfois, il y a le cœur qui prend le dessus. Moi, je sais que quand je fais un post-fight de Nassour, il y a toujours un peu le cœur. Quand je fais le post-fight d'un mec que je connais pas, forcément, je serai un peu plus neutre et donc peut-être ça sera vu comme étant trop dur. Mais en tout cas, on le fait sincèrement. Voilà, je crois que le mot, c'est la sincérité dans ce podcast. Ouais. C'est un échange entre lui et moi. Et voilà, prenez du recul sur ce qui se dit dans ce podcast. Il y a une bonne dynamique entre vous deux. Et vous êtes passionné, ça s'entend. Et comme tu dis, de toute façon, quand on a la passion, même si on s'engage plus parce qu'on a du cœur pour tel ou tel fighter, ça se ressent et c'est ce qui nous donne envie d'écouter. Mais ça fonctionne bien parce qu'Abi, ça se voit que c'est un bon mec. Mais oui, c'est un bon gars. Et le duo. Mais pourquoi? C'est quoi le débat? Le duo marche bien. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que je trouve parfois que AB prend cher dans les commentaires. Ouais. Moi, j'appelle à un peu de retenue et un peu les gens à être plus bienveillants, en tout cas, envers envers ceux qui essayent de créer quelque chose autour du MMA. Eh ben nous, en tout cas, on vous le conseille d'aller retrouver le Mika and AB Show toutes les semaines parce que ça mérite son détour aussi. Merci Michael Lebou, c'était un plaisir de t'avoir. Ça faisait très longtemps, comme on le disait, et on a pu un peu échanger sur ce milieu du MMA qu'on aime tant. Merci Jonathan également pour ta présence. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces, des étoiles. Faites tout ce que vous pouvez. Plus vous nous en donnez, mieux ça nous permet de nous développer. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.